du grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Ce soir, les dessous d'un accord. Poutine toujours maître du jeu. Comment sommes-nous passés d'un plan pro-russe rejeté à un plan crédible pour Kiev? Et ce, en quelques heures seulement. Nous vous raconterons cette histoire dans quelques instants. Donald Trump souffle le chaud et le froid. Dans les faits, qu'en est-il? À qui profite l'accord? Et deux, si Trump était pris au dépourvu. Une diplomatie s'organisant dans son dos et sur le dos de l'Ukraine. Et même si certains saluent actuellement un nouvel élan dans les négociations, l'Ukraine s'apprête-t-elle malgré tout à céder, concéder un peu, beaucoup, acculée, fragilisée sur le terrain? Et si le cœur battant de l'histoire qui s'écrit se trouvait à Pokrovsk sur le point de céder, peut-on parler de 72 heures pour arracher la paix? Écoutez, regardez. Je pense que nous avons réalisé de bons progrès. Nous avons fait de très bons progrès et nous avançons vers une paix juste et durable. Zelensky a commencé à préparer les Ukrainiens à une capitulation. Sa première phrase a été « Même le métal peut casser ». Zelensky est-il vraiment en train de se rendre? Défendons-nous nos frontières pour ensuite tout leur céder? Quel est le sens de tout cela, de tous ces sacrifices? Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nicole Bacharan. Merci beaucoup d'être avec nous, Nicole Bacharan. Vous êtes historienne, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste des États-Unis, bien sûr, et auteur de Requiem pour le monde libre aux éditions de l'Observatoire. Il est ici, votre livre. Merci d'être là. Colonel Michel Goya, bonjour. Merci également pour votre présence, consultant militaire LCI. Vous êtes l'auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Merci également à Magali Barthez d'être avec nous. Merci beaucoup, éditorialiste international LCI. Guillaume Roquette, merci également, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Le grand dossier, les dessous d'un accord. Poutine est-il toujours maître du jeu? C'est donc parti. Comment sommes-nous passés, je le disais, d'un plan rejeté, scandaleusement pro-russe, à un plan crédible, avec même de très bons progrès à noter selon les négociateurs ukrainiens? Écoutez le conseiller le plus proche peut-être même de Volodymyr Zelensky. Nous avons fait de très bons progrès et nous avançons vers une paix juste et durable. Le peuple ukrainien mérite et souhaite cette paix plus que quiconque sur cette planète. Nous remercions nos grands amis, les États-Unis, et plus particulièrement le président Trump et son équipe pour leur engagement en faveur de cette paix. Donc comment sommes-nous passés de ce plan inacceptable au plan acceptable? Comment tout cela s'est-il passé en quelques heures avec de nouveaux points sur la table depuis maintenant hier soir? On voit tout ça avec vous, Magali Barthez. Magali, racontez-nous. C'est un peu la petite histoire dans la grande histoire, mais c'est souvent ce qui compte en réalité. Racontez-nous les dernières heures qui ont changé la donne. Alors déjà, tout se passe dans cette mission américaine à Genève, sorte de bloc de béton surprotégé. Et on le voit autour de la table, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui cherche à reprendre la main face aux critiques. On le voit là, Marco Rubio, face aux critiques sur ce plan très pro-russe qu'ont proposé les Américains. Il est entouré de Witkoff, le meilleur ami de Donald Trump, son conseiller spécial. Il y a même son gendre, que vous voyez là, Jared Kushner. En face, pour les Ukrainiens, il y a le très proche, le bras droit de Volodymyr Zelensky, Yermak. Et en fait, toute la discussion vise à prendre un à un les 28 points, voir ce qui peut être amendé, ce qui peut être acceptable ou non. La journée, elle se passe pas toujours très bien. C'est pas un long fleuve tranquille. Les Ukrainiens font même filtrer. Je voulais vous la montrer, cette photo. C'est la photo du bloc-notes avec ce crayon cassé d'énervement par l'ancien ministre de la Défense ukrainien Umerov, car manifestement les Américains ont menacé à un moment de suspendre toute leur aide. Vous avez aussi Donald Trump qui s'invite dans la négociation depuis Washington et qui sont sur son réseau social, explique que les Ukrainiens ne sont absolument pas assez reconnaissants et ne montrent pas de gratitude, et que l'Europe n'a exprimé aucune gratitude. Aucune gratitude. L'Europe continue d'acheter du pétrole russe. Mais les discussions, malgré tout, elles progressent. Il faut savoir que les Français, les Allemands, les Britanniques sont eux aussi dans la capitale, pas dans la capitale d'ailleurs, à Genève, en Suisse. Et en fait, derrière, en coulisses, ce sont eux qui coachent les Ukrainiens sur les contre-propositions. Et toute cette journée marathon se termine quand même, à la surprise générale, par ce ton très optimiste de Marco Rubio.
Nous avons passé une très bonne journée aujourd'hui. Je pense que nous avons fait d'énormes progrès. En fait, au cours des dernières 96 heures, il y a eu un changement approfondi avec la partie ukrainienne. Mais comme cela continue d'être un processus de travail, je ne veux pas déclarer ici la victoire ou la finalité. Ce qui est très frappant, c'est à quel point les Ukrainiens font tout pour ne pas contredire les Américains. Et Zelensky lui-même le dit toute sa reconnaissance, justement comme on le lui a reproché, toute sa reconnaissance au président américain. Et Magali, que contient in fine ce plan de paix dans sa version d'hier soir? Alors Volodymyr Zelensky est apparu en visio lors d'une conférence en Suède ce matin et il commence à donner quand même quelques détails. Il explique que les Ukrainiens ont réussi à remettre certains points très sensibles dans la négociation, le retour des enfants ukrainiens enlevés par les Russes, la question de la libération de tous les prisonniers politiques. Bon, mais restent les questions les plus épineuses, à commencer par la question territoriale, parce que vous savez que dans ce plan, il est question, les Russes réclament tout le Donbass, y compris cette partie de territoire qui n'a jamais été conquise par les Russes voulant même une reconnaissance internationale. Et ça, pour Zelensky, c'est évidemment inacceptable. Poutine veut que ce qu'il a volé soit reconnu légalement. Vous comprenez tout ce que cela signifie. Il ne veut pas seulement de l'Ukraine, il veut le monde entier. Et c'est très dangereux. Alors, au-delà des questions territoriales, il y a le point extrêmement central des garanties de sécurité offertes dans ce plan de paix. On sait qu'il y a un document annexe qui circule sur ces garanties de sécurité, que les Russes veulent limiter l'armée ukrainienne, ce qui est inenvisageable pour les Européens et pour les Ukrainiens évidemment, que tous les Ukrainiens essayent d'obtenir des garanties de sécurité similaires finalement à l'article 5. On a quand même le poste de Donald Trump ce matin, manifestement au réveil, qui était assez enthousiaste, disant que les choses avançaient et qu'il se pourrait bien que quelque chose de positif soit en train de se produire. Un optimisme qui est quand même douché en ce moment même par les dernières déclarations des Russes. Merci, c'était parfait Magali Barthez. Je me tourne vers vous, Nicole Bacharan. Poutine était en position de force, il ne serait plus en position de force. Je vais le dire les choses très clairement, on n'y comprend plus rien en réalité. Et Nicole Bacharan, vous qui parlez couramment la langue de la Maison-Blanche, je passe par vous pour l'analyse de texte. Que faut-il comprendre à cette heure? À cette heure, il faut comprendre que l'accord préparé par Kushner, Witkoff et Dmitriev, donc leur correspondant en russe, est un accord qui représente le monde rêvé par Trump, mais c'est un monde qui n'existe pas. Et dès qu'il l'exprime, ça se heurte à l'Europe. Car dans son plan, l'Europe n'existe pas, l'Europe n'a rien à dire, et ça se heurte au fait que l'Ukraine n'est pas prête à capituler. L'Ukraine est prête à discuter, les gens sont épuisés pour toutes les raisons que l'on connaît, mais ils ne sont pas prêts à capituler. Ils ne sont pas prêts à être punis pour avoir subi une guerre. Et donc, on a Marco Rubio, qui est à la fois secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, conseiller général à la sécurité, c'est-à-dire patron du Conseil de sécurité américain, qui fait le grand écart pour ne pas contrarier le grand chef, c'est-à-dire Donald Trump, comme le fait d'ailleurs Volodymyr Zelensky, et en même temps travailler à amender ce plan point par point, vraiment, sur les territoires, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'humanitaire, pour que ça soit un peu acceptable pour les Européens et pour les Ukrainiens. Il n'y aura pas de paix jeudi, comme Trump voudrait avec la dinde de Thanksgiving le même jour, et il n'y en aura pas pendant un grand bout de temps. Mais il me semble que le seul vrai enjeu, c'est pas de faire changer Poutine d'avis, il ne va pas changer d'avis, c'est de savoir est-ce que les Américains vont continuer à fournir le renseignement et vendre des armes aux Européens, parce qu'ils ne donnent plus rien. On va vraiment s'arrêter sur ce point dans un instant. On va aussi se demander si, encore une fois, dans l'histoire, c'est un Trump fragilisé avec une diplomatie qui se fait dans son dos. C'est important, là encore. Mais, colonel Goya, pour comprendre simplement, à ce jour, Poutine est-il, oui ou non, encore en position de force? Le vent a-t-il pour autant tourné au regard de ce qui s'est passé ces dernières heures? Vladimir Poutine est en position de force, oui, mais pas tant que ça. Vous savez, des négociations, il y a deux types de négociations. Il y a la négociation, le couteau sous la gorge, c'est-à-dire, voilà, tu acceptes ça ou tu meurs. Bon, et il y a, ce qui n'est pas le cas,
Ce qui n'est pas le cas. L'Ukraine n'est pas le couteau sur la gorge. Où il y a une négociation, où on a des situations un peu équilibrées, comme après la guerre de Corée, ou la guerre Iran-Irak, où les deux adversaires disent « Ok, bon, on arrête et on s'arrête là ». Mais là, on est dans une situation où Vladimir Poutine fait croire que l'Ukraine a le couteau sous la gorge. Et il fait croire à Trump aussi, qui, rappelez-vous, dit voilà, l'Ukraine n'a pas de carte. Donc Trump ne comprend pas en réalité pourquoi l'Ukraine, pourquoi Zelensky ne capitule pas en fait, alors qu'il est battu. Mais dans les faits, non, c'est pas le cas. Et donc dans ces négociations, là, il y a alors on peut dire que les choses vont mieux pour l'Ukraine, mais pour l'instant, on n'a rien de concret. Qu'est-ce qu'il y a de changé dans ce plan de 28 points? Qu'est-ce qu'il y a au bénéfice de l'Ukraine pour l'instant? Qu'est-ce qui a changé au bénéfice de l'Ukraine dans ce plan? C'est vrai qu'on a tendance à savoir plus, mais en même temps, les Ukrainiens multiplient les sorties pour dire qu'il y a des choses qui vont dans leur sens, qu'ils ont réussi à faire bouger un peu les lignes. On parlait des échanges, enfin les restitutions des prisonniers, des enfants. Ok, c'est très bien, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, on est sur les négociations territoriales. Est-ce qu'ils vont céder le Donbass, enfin céder la province de Donetsk ou pas? On va continuer d'en parler, Guillaume, et puis après il y a Sonia Dridi qui nous attend depuis la Maison-Blanche. Allez-y Guillaume. Oui, je suis d'accord avec Michel Goya. Aujourd'hui, la situation elle est relativement équilibrée. On va dire elle est équilibrée parce que elle est stable comme la ligne de front qui bouge plus maintenant depuis quasiment 2 ans. En revanche, je pense qu'il y a une pression plus forte sur les Ukrainiens que sur les Russes pour 2 raisons. D'abord parce que Trump, on voit bien de quel côté il penche. Et deuxièmement parce que si cette guerre continue, s'il n'y a pas d'accord, il me semble que sur le moyen terme, la Russie, par sa taille, par ce qu'on appelle communément sa profondeur stratégique, par son économie de guerre, est dans une situation plus favorable que l'Ukraine. Regardez l'Ukraine, ce qu'on vient de lui apporter. Par exemple, côté français, c'est la promesse de 100 Rafales dont on n'a pas construit le début du premier aileron. Donc, je pense que même si aujourd'hui, il y a autant de monde de chaque côté de la table, sur le long terme, ça penche un peu d'un côté. Sonia Dridi, je le promettais, vous êtes en direct depuis la Maison-Blanche, journaliste accrédité à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, je crois savoir que Donald Trump est entre ses murs, derrière vous, peut-être en train de prendre des décisions importantes sur le dossier qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Bloomberg, l'agence de presse Bloomberg, qui nous apprenait ces dernières heures que ni Marco Rubio ni Donald Trump n'avaient été impliqués dans les discussions. Voilà ce que rapporte le média américain. On va en parler avec Nicole Bacharan. Trump qui serait au cœur d'une guerre d'influence avec 2 camps, Rubio, Witkoff, on va tout vous expliquer. Mais moi, ma question pour vous, Sonia Dridi, on décide sans lui désormais à la Maison-Blanche. Donald Trump, il est pris au dépourvu pour sa propre diplomatie? Alors non, c'est toujours Donald Trump qui a le dernier mot. C'est lui qui donne le là, toujours à la Maison-Blanche, évidemment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été prévenu vraiment à la toute dernière minute de l'effort de son envoyé spécial Witkoff de reprendre les discussions avec les Russes, notamment avec cette rencontre fin octobre avec Dmitriev. Et il a été accompagné notamment du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Par contre, dès qu'il a reçu le plan, Donald Trump l'a tout de suite approuvé, ce plan initial qui est largement favorable au Kremlin. Par contre, le secrétaire d'État Marco Rubio, lui, a été prévenu bien plus tard et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration au département d'État, mais aussi dans d'autres agences, notamment le Conseil de sécurité nationale, avec des gens qui travaillent depuis longtemps sur l'Ukraine parce qu'il est reproché à Witkoff, qui est toujours très proche de Donald Trump, de travailler seul, sans consulter les autres personnes qu'il devrait consulter au sein de l'administration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration, de division. D'ailleurs, j'ai parlé hier avec une experte qui travaille à Washington sur le dossier ukrainien et qui me disait qu'il est bien connu également que Dmitriev et Witkoff se connaissent très bien depuis de nombreuses années. Ils ont tous les deux évolué dans le même milieu des affaires. Donc évidemment, ça grince des dents, surtout que Rubio a dit il y a quelques jours à des sénateurs, dont certains sénateurs républicains, que ce n'était pas un plan américain, donc que ça avait été largement dicté par les Russes. Donc ce qu'on a aussi appris, c'est que Marco Rubio, depuis Genève, a passé un certain nombre d'appels pour tenter d'apaiser certains sénateurs républicains, parce qu'en effet, il y a beaucoup de divisions. Et il y a notamment un sénateur très proche de Donald Trump, Lindsey Graham, qui a dit qu'il y avait beaucoup de points problématiques dans ce plan. Merci infiniment Sonia Dridi, correspondante LCI aux États-Unis à la Maison-Blanche accréditée. Maintenant, donc, je le disais, on va se poser cette question quand même de la fragilisation d'un Donald Trump. Je résume pour nos téléspectateurs.
colère de certains républicains, et pas n'importe lesquels, l'Instagram, l'objectif d'un accord de paix, de mettre fin à la guerre dans l'honneur et la justice, pas de créer un nouveau conflit. Le pire, je pense le plus dur, c'est Don Bacon, qui est le représentant républicain en Nebraska, qui dit certaines personnes devraient être licenciées aujourd'hui pour la bouffonnerie flagrante dont nous avons été témoins ces 4 derniers jours. Si je devais résumer rapidement, il y a 2 camps. Il y a Marco Rubio, dont on vient de parler. Il y a aussi M. Witkoff. Marco Rubio, on commence par lui, secrétaire d'État aux États-Unis. Il y a des parlementaires qui assurent que par téléphone ou lors d'une visio, d'une réunion, il a assuré que ce plan n'était qu'une liste de souhaits de la Russie. Regardez ce parlementaire américain. Le secrétaire Rubio nous a effectivement téléphoné cet après-midi et nous a clairement fait savoir que nous étions des destinataires d'une proposition qui avait été remise à un de nos représentants. Il ne s'agit pas d'une recommandation de notre part, ni d'un plan de paix élaboré par nous-mêmes. C'est une proposition qu'on a reçue comme intermédiaire. Nous avons trouvé un arrangement pour la partager et nous ne l'avons pas divulguée. Cependant, cela a fuité et j'insiste sur le fait que ça n'a pas été divulgué par nos membres ni nos représentants. Alors, le secrétaire d'État Marco Rubio a depuis démenti, mais clairement, on voit de l'autre côté un Witkoff qui, lui, aurait bel et bien dealé avec un monsieur qui s'appelle Kirill Dmitriev, le russe. Est-ce qu'il y a un Trump fragilisé au milieu d'une guerre d'influence, en réalité, à la Maison-Blanche ? Je pense que Trump est fragilisé à l'heure actuelle par sa politique intérieure et par ses mauvais résultats économiques, par l'affaire Epstein dont vous avez aussi parlé, qui font que le camp républicain n'est plus autant soudé derrière lui. Mais par contre, sur cette affaire ukraino-russe, Sonia l'a très très bien raconté. Ça s'est passé dans un coin de table, si j'ose dire, de bureau, entre Witkoff, Kushner, le gendre, et Dmitriev, l'envoyé du Kremlin, à l'écart de Marco Rubio et des instances expertes sur la Russie. Et le plan a été apporté à Trump en lui disant, vous voyez, monsieur le président, c'est tout simple, il n'y a qu'à y aller, et pour Thanksgiving, ça sera réglé. Et ça, c'est Trump, ça lui plaît. Donc c'est bien lui qui a décidé, il n'y a aucun doute. Mais le camp adverse dans son camp, en politique étrangère, c'est les anciens de la guerre froide, comme ce sénateur représentant que l'on vient d'entendre, et Marco Rubio, qui est assez jeune, mais qui est le fils d'immigrés cubains ultra anticommunistes, et pour qui la Russie d'aujourd'hui n'est pas très différente des soviets. Donc il a été tenu volontairement à l'écart, et vous avez, pour résumer, vous avez le camp républicain issu de la guerre froide, où la Russie c'est l'ennemi, et vous avez la nouvelle extrême droite, représentée notamment par J.D. Vance, le vice-président, qui se dit qu'il faut tenir tous ces diplomates à l'écart, et Trump qui penche de ce côté-là, mais ce n'est pas toujours réalisable. C'est difficile de s'imaginer que l'avenir potentiellement de la paix en Ukraine est soumise désormais au vent, en plus de divisions au sein du camp républicain, parce que c'est visiblement ce qui apparaît quand même. Oui, c'est vrai, et ces divisions, elles se cristallisent aujourd'hui au grand jour, alors qu'en fait, elles étaient présentes dès le début du mandat de Donald Trump. Nicole Bacharan s'en souvient sûrement. Début janvier, quelques jours avant l'investiture, Marco Rubio passe une audition devant le Sénat et il dit... En fait, il parle à l'ancienne. Il dit, les Américains ont une responsabilité historique en Europe. On s'est battu contre les Soviétiques. On ne peut pas rester isolé dans notre coin. Et face à ça, il y a les nouveaux républicains qui disent, en fait, on reste chez nous, on fait du business et on économise la vie des boys. Donc, moins on est présent sur les théâtres extérieurs, et mieux c'est. Et en fait, peut-être que Trump n'a jamais définitivement tranché entre ces deux options. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les choses ne se passent pas derrière son dos forcément. À mon avis, il laisse faire. Il laisse voir les deux diplomaties parallèles. La diplomatie des businessmen, vous savez, on a dit que c'était un business plan de paix, ce qui était proposé par Witkoff et Kushner. Et de l'autre côté, Rubio qui le fait à l'ancienne en disant on va essayer de trouver un terrain d'entente. Et puis je pense qu'il va voir, comme d'habitude, parce que c'est un faiseur de deal, il va voir qui est le plus fort, qui l'emporte. J'ai une dernière question pour vous, Nicole Bacharan, avant de vous laisser filer. Est-ce que vous imaginez effectivement Trump capable, comme la menace semble peser actuellement, capable de supprimer l'aide au renseignement et l'aide à l'armement qui a été jusqu'à maintenant promise et soumise à l'Ukraine? Il l'a déjà fait, donc il peut le refaire, que ce soit pour le renseignement ou pour les armes. Il y a une chose dont on peut être certaine, c'est qu'il ne penchera jamais du côté de l'Ukraine. Ça n'arrivera pas.
Et tout l'enjeu, finalement, c'est un enjeu européen. Est-ce que l'Europe pourra s'imposer dans la négociation qui est de toute façon en cours, avec des arguments suffisamment forts pour soutenir l'Ukraine de manière européenne. Mais Trump, c'est un homme pour qui l'Ukraine, c'est juste un petit caillou dans sa chaussure et dont il veut se débarrasser et se partager le monde entre empires avec la Russie. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, mais dans son plan de paix, il y a un groupe russo-américain de développement économique, il y a un dialogue autant Russie avec une médiation américaine. Donc déjà pour lui, les États-Unis ne font plus vraiment partie de l'OTAN. Donc son rêve, c'est un partage d'empire russe, États-Unis et une Europe sous tutelle. Et c'est à l'Europe de démontrer qu'elle ne va pas accepter ça. Merci Nicole Bacharan. Je rappelle votre livre. Vous êtes l'auteur de Requiem pour le monde libre aux éditions L'Observatoire. Merci beaucoup. Dans un instant, certes, il y a peut-être, selon certains, un nouvel élan dans les négociations, mais c'est pas sans coup. On le sait. Ce n'est pas sans des choix difficiles pour l'Ukraine. Et si Zelensky était malgré tout en train de préparer des esprits, peut-être pas à céder, mais en tout cas à concéder beaucoup, parce que plus le choix, parce qu'au pied du mur, notamment sur le terrain, et si le game changer, comme on le dit en mauvais français, si une partie de l'histoire s'écrivait en réalité en ce moment à Pokrovsk. C'est une information CBS. Poutine estimerait que c'est gagné pour lui dans cette région. Les États-Unis seraient plutôt d'accord sur ce coup-là. On en parle avec vous, Jean de Glignasti, je vous en prie, faites votre entrée sur le plateau, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Et nous serons également dans un instant avec Elisabeth Pierson, en direct depuis Kiev. Merci beaucoup Elisabeth d'être avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant. Kiev dit avoir réussi à inclure des points, je cite, extrêmement sensibles désormais dans le plan de Donald Trump. Il y a négociation. Mais on vous l'a déjà répété, qui dit négociation, dit tout de même concession. Volodymyr Zelensky est-il en train de préparer les esprits à des concessions du côté de l'Ukraine? On en parle toujours avec mes invités que je resalue. Colonel Goya, Magali Barthez, toujours avec Guillaume Roquette. Et donc, merci Jean de Glignasti d'être venu nous rejoindre. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie et auteur. Je reprends ma respiration, c'est important de respirer. Auteur de la géopolitique de la Russie en 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est chez Erol. Je voudrais qu'on écoute les tout derniers mots de Volodymyr Zelensky et vous me direz si vous pensez qu'en effet, il est en train de préparer les esprits. Regardez. Dans le cadre des mesures que nous avons coordonnées avec les États-Unis, nous avons réussi à maintenir des points extrêmement sensibles sur la table, notamment la libération complète de tous les prisonniers de guerre ukrainiens et le retour complet des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Ce sont là des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix véritable, il faut aller plus loin. Elisabeth Pierson, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Kiev. Vous êtes notre correspondante. Volodymyr Zelensky est-il à la fois en train de se battre pour sauver ce qui peut encore l'être, mais également en train de préparer les esprits à des concessions dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ? Oui, c'est une bonne question. Alors ici, sur la question des cessations territoriales, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les territoires qui sont déjà sous contrôle russe et puis les territoires qui sont encore sous contrôle ukrainien. Donc on parle des 15% de l'oblast de Donetsk que l'armée ukrainienne garde vaillamment depuis 4 ans au prix de nombreuses vies. Et ça, lorsqu'on interroge l'opinion publique ici, mais surtout les soldats sur le front, pour eux, c'est inacceptable, c'est inenvisageable de sacrifier ces territoires gratuitement à la Russie. En revanche, sur la question des territoires sous contrôle russe, déjà, toute l'oblast de Louhansk et puis celui de Donetsk, même si officiellement Kiev ne le reconnaît pas aussi franchement, dans les coulisses, bien sûr que les responsables politiques reconnaissent qu'il serait illusoire de penser que la diplomatie pourra reprendre ce que les armes n'ont pas réussi à reprendre. En revanche, ce qui est sur toutes les lèvres ici, vraiment en commun dans toute l'opinion publique, c'est la crainte que toute cessation territoriale faite à la Russie ne suffise pas à assouvir les velléités conquérantes de Moscou et ne suffiront pas en l'état à une paix durable. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous. Jean Glignasti, certes, certains parlent de nouvel élan. Je voyais même dans El País qu'on parle d'une lueur d'espoir désormais, mais c'est pas sans coup. Et c'est pas sans des choix difficiles à faire pour l'Ukraine. Il y a en préparation des choix très difficiles en réalité à faire pour l'Ukraine. Oui. Mais l'Ukraine a été devant ce type de choix à plusieurs moments de son histoire. Et une des étapes principales, ça a été les accords ratés d'Istanbul.
Et quand on regarde, c'est en avril 2022, où en fait la délégation ukrainienne et la délégation russe étaient quasiment d'accord, sauf sur 2 points essentiels qu'on retrouve ici d'ailleurs, c'est-à-dire la limitation des effectifs de l'armée russe. Et à l'époque, les Russes voulaient 100 000 hommes, et les Ukrainiens voulaient 400 000, enfin 4 fois plus. Et puis, et bien entendu, la question des garanties de souveraineté pour l'Ukraine. Mais pour le reste, tous les éléments fondamentaux étaient sur la table. Il y avait le compromis territorial. À l'époque, l'Ukraine, en tout cas la délégation ukrainienne, avait quasiment accepté de perdre le Donbass. Il y avait une formule disant que les garanties internationales ne s'appliqueraient pas sur le Donbass, qui était une façon élégante, ni sur la Crimée, de reconnaître la chose, enfin l'occupation. Ensuite, il y avait la question de l'OTAN, il y avait la question des sanctions, il y avait la question des prisonniers, il y avait la question même, je crois, des enfants déjà à l'époque. Donc en fait, les fondamentaux du dossier, ils sont sur la table depuis 3 ans. Donc là où il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est pour ça que parler de capitulation, c'est quand même un peu excessif, puisque le curseur a été placé plus haut ou plus bas. Parce qu'il y a une offre sur la table pour la première fois, publique, une proposition américaine. Mais sur le fond, ce choix, les Ukrainiens avaient été en face de lui il y a déjà 4 ans, et à l'époque, vous vous souvenez, les Américains et les Anglais leur avaient déconseillé d'accepter, puisqu'il fallait régler ces 2 problèmes au sommet, garantie de sécurité et effectif de l'armée ukrainienne. Et Boris Johnson, notamment, était intervenu pour leur dire « N'acceptez pas, vous avez l'avantage sur le terrain ». Et en réponse, les Russes avaient dit tout accord qui viendra devra prendre le schéma d'Istanbul, tout en tenant compte des réalités sur le terrain. C'est-à-dire la réalité sur le terrain, c'est-à-dire l'avancée des troupes russes. C'est ça ce que ça voulait dire. Contraint au sacrifice, Volodymyr Zelensky, et si oui, lesquels d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on soit précis aussi pour nos téléspectateurs. Les sacrifices, c'est d'abord des sacrifices territoriaux, mais effectivement, Elisabeth Pierson le disait à l'instant, depuis l'Ukraine, il y a une réalité. La réalité, c'est que les Russes tiennent bien l'essentiel du Donbass, et donc à la limite, le seul point de discussion, c'est de savoir si les Ukrainiens vont aussi devoir céder les 15% de l'oblast de Donetsk que les Russes ne contrôlent pas encore militairement. La Crimée, j'allais dire, c'est réglé depuis 2014, parce qu'il y a eu quelques réactions de façade, de petites sanctions, quand la Russie a annexé ce territoire. Il y a maintenant plus de 10 ans, mais globalement, il ne s'est rien passé. Et puis, donc, d'un point de vue territorial, les Ukrainiens, comme déjà en 2022, Jean de Glignasti le rappelait à l'instant, en fait, ils sont prêts à accepter la réalité, c'est-à-dire que les Russes étant présents sur ce territoire, ils vont y rester. Mais Jean de Glignasti, vous pensez qu'il n'est pas si défavorable, pas si favorable aux Russes, cet accord ? Alors, c'est ce que disent en tout cas les mouvements militaristes, le mouvement Z, tous les sites russes. Ils disent attendez, c'est pas très bon pour nous. On voit pas comment Poutine peut accepter ça. Pourquoi ? Parce que déjà la question du gel des avoirs n'est pas réglée. Au contraire, on nous le confisque pour développer l'Ukraine, et en plus c'est avec des bénéfices pour les États-Unis. D'autre part, il y a une zone démilitarisée. Ça n'était pas dans Istanbul. Une zone démilitarisée pour nous empêcher en fait de prendre pleine possession des deux de Donetsk et Donbass. Et puis il y a un certain nombre de formulations, et il y a les 600 000 pour les Russes, 600 000, c'est énorme. Ils avaient demandé 100 000. Donc je suis pas sûr qu'ils acceptent non plus. Donc il y a un mouvement en Russie qu'il ne faut pas sous-estimer, qui considère que ces offres sont pas assez favorables à la Russie. Oui, Magali. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre mouvement en Russie qui regroupe davantage les milieux économiques, qui, eux, poussent, qui pousserait plutôt Poutine à accepter cette négociation ? Et en fait, cette tendance-là, elle est représentée par Dmitriev, patron du Fonds souverain russe, celui qui négocie directement avec Bien sûr, et par Kozak aussi, qui a été écarté, qui était Dimitri Kozak, qui était un des conseillers très proches de Poutine, qui est parti lorsque la Russie a refusé la dernière offre américaine, en disant c'est une occasion historique de se réconcilier et de laisser les fauteurs de guerre européens sur le carreau, etc. Donc il y a un vrai débat depuis déjà plusieurs mois en Russie là-dessus, et honnêtement c'est très difficile de dire maintenant dans quel sens ça va tourner.
En tout cas, vous savez, on ne le fait pas tous les jours parce qu'on ne veut pas reproduire la propagande russe tous les matins non plus, mais parfois, ça vaut le coup de regarder ce qui se dit à la télé russe, parce que ça donne une idée de ce qui se dit au Kremlin quand même. Et ce que dit la télé russe, c'est que oui, Zelensky commence à préparer les Ukrainiens à une capitulation. On va regarder cet extrait, regardez. Trump a prévu de faire pression sur Zelensky, personnellement, si le vice-président Vance n'y arrive pas tout seul. Il y a des détails fous dans ce plan, auxquels on a même du mal à croire. Si on regarde les buts fixés à l'opération spéciale russe et ce qui est proposé dans ce plan, en réalité, pour l'essentiel, c'est la même chose. Si on veut, on peut appeler ça une victoire. Zelensky a commencé à préparer les Ukrainiens à une capitulation. En ce moment même, il s'adresse à la nation. Sa première phrase a été « Même le métal peut casser ». Zelensky est-il vraiment en train de se rendre ? Alors bien sûr, vous me direz, les Russes crient victoire, et bien sûr, ils appellent ça une capitulation. Mais parallèlement à ça, oui ou non, selon vous, colonel Goya, Zelensky, peut-être plus que jamais, est en train de préparer le terrain à des concessions pour que cette fois, l'accord aille un peu plus loin. Écoutez, peut-être. Le discours de Volodymyr Zelensky, pour moi, c'était le plus pessimiste que l'on ait entendu, en réalité, depuis le début de la guerre. Maintenant, quand on regarde le plan, cette fois, c'est 28 points, on se dit, allez, tout ce qui concerne, et je reviens à ce que disait Jean de Dynastie, tout ce qui concerne la sécurité, après tout, les 600 000, avoir une armée à 600 000 hommes, alors c'est un peu humiliant de se voir contraindre dans sa sécurité, mais 600 000, c'est bien plus que l'armée ukrainienne en 2022, hein, c'est 3 fois l'armée française. Je veux dire, il y a de quoi faire. Pas de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien, ça, on le savait depuis le début qu'il n'y en aurait pas, c'était une illusion d'imaginer. En revanche, c'est garanti, ces troupes européennes peuvent être à la frontière, il peut y avoir des accords particuliers. Donc ce volet un peu sécurité de l'Ukraine, finalement, c'est pas le plus important. C'est pas forcément la pierre d'achoppement. Allez, je pourrais dire que les Ukrainiens s'en tirent plutôt bien. La vraie pierre d'achoppement, c'est les territoires. C'est le Donbass. Est-ce que ils vont accepter ou pas de se retirer complètement du Donbass, de la portion qu'ils détiennent pour l'instant, qui se défendent pour l'instant? À mon avis, non, ça me paraît inconcevable. Là, ce serait l'aveu d'une capitulation. Là, effectivement, ce serait l'aveu d'une défaite assurée. Voilà, pour le reste, il y a peut-être quelque chose à accepter. Mais là, à bon sens, c'est impossible. Quelle est la marge de mouvement réel des Ukrainiens? Encore une fois, je la remets sur la table, cette menace de la part des États-Unis de couper potentiellement les sources en renseignement et l'armement. Face à un tel mur, que peut en réalité Zelensky? Parce que ce serait quoi les conséquences, colonel Goya, militairement sur le terrain? Parce que c'est ça la réalité des prix, pardonnez-moi l'expression, s'il n'y a plus le renseignement et les armes. On peut même imaginer que les Américains imposent des sanctions aussi à l'Ukraine. C'est-à-dire non seulement arrêtent d'aider, mais en plus poussent et pressent les Ukrainiens. Bon, on n'est pas encore là. Maintenant, c'est très difficile de savoir maintenant quel est véritablement l'impact de l'aide américaine sur les opérations militaires. Elle s'est beaucoup réduite, effectivement, matériellement. Alors, il y a peut-être encore des queues de comète des engagements précédents, mais pour le reste, c'est de l'export-import, et ça prend du temps, et il n'y a pas eu grand-chose de fait depuis. Le renseignement, les Ukrainiens se sont... Il faut rappeler que les Américains ont déjà coupé complètement le renseignement au mois de février. Alors, ça a pénalisé les Ukrainiens et qui, depuis d'ailleurs, ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de se passer justement de ce renseignement, avec l'aide notamment des Européens. Mais on n'est pas capable de compenser complètement. Pas complètement, mais on peut continuer à combattre. Je veux dire, les Ukrainiens ont des ressources. Et déjà, ils fabriquent au moins 40% de leur équipement, alors que c'était 5% au début de la guerre. Ils sont de plus en plus autonomes. Ils ont des capacités propres, notamment de frappe, qui sont importantes. Ils ont une armée qui est malgré tout solide encore, malgré des lacunes. Donc ils ont encore des atouts, contrairement à ce que disait Trump, ils ont des cartes. Et l'Europe peut continuer à les aider. Donc, je veux dire très concrètement, je pense que ce serait pénalisant, bien sûr, mais les Ukrainiens peuvent continuer à se battre sans l'aide américaine. Vous voulez réagir, Guillaume Alési? Oui, ils peuvent continuer à se battre, mais la grande inconnue, c'est est-ce qu'ils sont capables de reconquérir des territoires? Ah ben ça non. Et si c'est pas le cas, dans ces cas-là, pardon, je suis un peu cynique, mais pourquoi ne pas
prendre sa perte, comme disent les boursiers, tout de suite. C'est-à-dire, de toute façon, ces territoires, on ne les reprendra pas. Donc autant les laisser aux Russes pour nous éviter des pertes supplémentaires et en essayant de sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire d'abord, et en ça n'est pas rien, 80% du territoire ukrainien qui est resté un sanctuaire et où les Russes n'ont pas réussi à entrer. Et puis effectivement, en faisant en sorte que l'Ukraine ne disparaisse pas comme pays souverain, avec encore une armée et encore une existence pour ne pas devenir une espèce de satellite russe. On va revenir très précisément dans un instant sur la réalité du terrain, la réalité de l'Ukraine sur le front. Mais là, je voudrais qu'on s'arrête aussi sur la réaction du côté russe ces dernières heures, très discrète en réalité. Est-ce que le plan amendé sera inacceptable pour les Russes ? On sait tout juste ce qu'a dit Vladimir Poutine à M. Erdogan, puisqu'ils se sont parlé par téléphone. Et voilà ce qu'il en ressort. Le plan de paix américain pourrait servir de base, aurait dit Poutine à Erdogan, à un règlement pacifique définitif en Ukraine. Il y a ces mots, et puis il y a les mots, cette fois on va pouvoir les écouter, de M. Peskov. Nous n'avons encore reçu aucune information. Bien sûr, nous suivons de très près les informations relayées par les médias ces derniers jours, notamment celles provenant de Genève. Mais nous n'avons encore rien reçu officiellement. Jean de Grigniasti, même quand le plan était donné pour 100% favorable pour Poutine, il aurait même été écrit sous sa dictée, jamais les Russes, ces derniers jours, ne se sont emballés. À aucun moment, ils n'ont fait preuve du moindre optimisme face à ce plan. Comment vous expliquez cette retenue ? Je lisais même dans le Figaro ces derniers jours que le Kremlin n'y croit pas et fait en réalité profil bas. Pourquoi ? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient expliquer ça. Le premier élément, il est diplomatique, c'est-à-dire que les Russes ne veulent pas assumer vis-à-vis de Trump la responsabilité d'avoir dit non à un plan Trump. Erreur qu'ils ont faite au moment d'Anchorage et déjà commencé à faire en avril, quand il y a eu la première mouture du plan américain qui a été présenté aux Européens. Donc ça, la faute, ça sera... Il y a un jeu à qui perd gagne, là, entre les Ukrainiens et les Russes, et chacun voudrait que ça soit l'autre qui prenne la responsabilité de l'échec. La deuxième chose, c'est que les militaires susurrent à l'oreille de Poutine que ça y est, qu'ils ont pris Pokrovsk, qu'ils ont pris Kupiansk, et qu'ils vont avancer, et que le front ukrainien est proche de s'effondrer, qu'il n'y a plus d'effectifs, etc. Et qu'il faut attendre et que tout ce qu'on essaye d'avoir par la négociation, on l'aura et beaucoup mieux et beaucoup plus confortablement par la guerre. Et puis il y a aussi le fait, et c'est le troisième élément, mais il y en a peut-être d'autres que j'oublie, le fait qu'il ne faut pas oublier que Poutine, d'ailleurs comme Zelensky, chacun de leur côté est un peu sous pression des extrêmes nationalistes guerriers, les héritiers de Prigojine qui avaient fait cette mutinerie vue de droite, si j'ose dire, contre Poutine. Et il a des héritiers, il y a des généraux qui étaient assez proches de Prigojine et qui disent il faut y aller, c'est un peu dans la mentalité russe, il faut cogner, on va gagner. Et donc il n'a pas arbitré encore, d'après moi. Alors, l'autre thèse, pour certains, c'est que la Russie ne veut pas la fin de la guerre, a tout intérêt à ce que cette guerre, elle dure encore et encore. C'était le postulat, par exemple, d'Alain Bauer sur ce plateau il y a 3-4 jours. Regardez. Quand vous avez un pays qui ne vit plus que par son économie de guerre, elle ne peut pas se transformer en économie de paix par un claquement de doigts. Or, la Russie, aujourd'hui, est entrée dans une phase où sa survie en tant que nation et État ne peut plus se justifier que par la guerre. Et ça, c'est une nouveauté, eu égard aux restrictions, aux sanctions, aux effets secondaires, à l'effacement total de l'ensemble des réserves financières de la Russie sur ses comptes sociaux et ses comptes de retraite. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque centrale de Russie. Vous êtes d'accord avec ça ? De toute façon, il la veut, la guerre, il veut qu'elle se poursuive le plus longtemps possible. Magali, allez-y. Son économie est dans une fuite en avant, c'est sûr, parce que son industrie de l'armement tourne à plein régime, qu'il y a une espèce de bulle qui s'est construite autour de cette industrie-là. En même temps, on voit bien quand même les efforts qui sont faits par le conseiller économique de Vladimir Poutine, qui va à Miami pour essayer quand même de pousser le plan qui serait le plus favorable aux Russes. Donc ça montre que, on parlait aux États-Unis autour de la Maison-Blanche de ces clans différents, on retrouve les mêmes finalement autour de Vladimir Poutine, avec certains qui ont quand même intérêt
à reprendre le business avec les États-Unis et qui essayent de convaincre Poutine, et d'autres qui lui disent qu'au contraire, en effet, tout est sur le point de se terminer. Allez-y, colonel. Oui, non, mais on peut très bien continuer à être en économie de guerre et être AOP malgré tout. C'est l'économie de guerre, l'industrie de défense de l'armement russe, elle se portera encore mieux s'il y a une levée des sanctions. S'ils peuvent à nouveau importer des matériaux critiques pour l'armement, c'est pur bénéfice. Donc c'est pas incompatible. Le problème, oui, ce qui se posera, c'est par la suite, c'est qu'on va se retrouver, en admettant qu'il y ait une paix en Ukraine rapidement, qu'on va se retrouver effectivement avec une Russie en plus qui retrouve des couleurs économiques, mais qui sera toujours surarmée, qui sera toujours avec une économie de guerre et qui sera encore plus forte après la paix que pendant la guerre, et qui sera donc d'autant plus dangereuse. Oui, allez-y. Oui, et puis je pense que si on élargit beaucoup la focale, l'essentiel, c'est pas forcément que la guerre continue pour les milieux d'affaires, mais c'est que l'Ukraine la perde. C'est pour que l'Ukraine soit, entre guillemets, sanctionnée d'avoir voulu devenir un pays occidental comme les autres, avec de la démocratie, avec un président élu sur un programme anticorruption, avec des autorités indépendantes qui viennent encore, il y a quelques jours, de dévoiler des phénomènes de corruption considérables. Et là, je pense que les oligarques russes, ils disent, ce qu'il faut, c'est que nous, le système persiste pour qu'on continue à pouvoir faire des affaires à nos conditions qui ne sont pas exactement celles de la démocratie. Dans un instant, le colonel Goya et moi, on va venir expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe à Pokrovsk, qui serait peut-être le cœur de l'histoire qui est en train de s'écrire. Mais j'ai quand même une question bonus pour vous, Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie. Vous le connaissez, vous, Kirill Dmitriev, l'homme que Poutine a envoyé dans l'ombre pour suivre les négociations et qui a donc topé avec Witkoff quasiment sans que Trump le sache, visiblement? Je l'ai croisé une ou deux fois. J'allais assez souvent pour des raisons professionnelles au RDIF, le fonds de développement qui avait une capacité d'investissement au profit des entreprises françaises. Donc c'est à cette occasion que je l'ai rencontré, et c'était un homme effectivement très attaché, j'allais dire, au développement capitaliste des entreprises russes et de la Russie. C'était le moins qu'on puisse dire. Pardon ? On est dans le business, donc c'est un homme qui parle le langage trumpien, c'est ça ? Absolument. Absolument. Bon, on en reparlera, j'en doute pas un instant, de ce monsieur Dmitriev, mais je vous le disais, ici le nœud, le game changer, et encore une fois, qu'est-ce qu'elle est moche cette expression, mais et si une grande partie de l'histoire, voilà, c'est mieux de le dire comme ça, à venir, elle s'écrivait à Pokrovsk. Regardez cette information qui est signée du média américain CBS. Un responsable américain a déclaré que Poutine est convaincu désormais qu'il va s'emparer de Donetsk, en Ukraine, d'une manière ou d'une autre, par les armes ou par des négociations. Les négociateurs de l'administration Trump, à Genève, eux, ces dernières heures, partaient du principe qu'il avait raison, Poutine. Et qu'effectivement, tout ça allait tomber entre les mains du patron du Kremlin. Un responsable américain a même dit que le président russe était convaincu qu'il s'emparera de la région d'une manière ou d'une autre. Ça, les mots, vous les voyez s'afficher ici. On va faire le point, du coup, sur la situation, la réalité du terrain. Avec vous, colonel, le point sur la situation. Je voudrais qu'on voit quelques images. On en a peu, mais des images de drones. Vous voyez, hier, capté, 7e corps de réaction rapide ukrainienne. Selon certains, Pokrovsk, colonel Goya, serait presque tombé, mais les Ukrainiens revendiquent également avoir repris un peu de terrain, et notamment grâce à ces drones. On a besoin de comprendre ce qu'il en est selon vous. Oui, alors il faut bien comprendre que les combats actuels, les combats urbains, c'est plus forcément Stalingrad. On est sur du combat d'infiltration sur cette ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants avant la guerre. Vous avez en réalité quelques milliers, peut-être au grand maximum, de soldats qui sont à l'intérieur, qui s'infiltrent et qui sont survolés par des drones. Donc c'est un combat qui est extrêmement lent, de grignotage, sur la ville de Pokrovsk. Mais globalement, la ville de Pokrovsk elle-même, elle est pratiquement sous la coupe des Russes. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est plutôt l'ensemble. Alors en fait, c'est Pokrovsk, Mirnorad, qui sont très associés, petite ville Euro Disney. Vous voyez le rouge, c'est-à-dire que actuellement, allez, on va le dire simplement, les Ukrainiens ne résistent plus pour tenir cet ensemble. Ils sont en train d'organiser une manœuvre de repli pour qu'il y ait le moins de dégâts possible pour eux. Concrètement, ils essaient de replier le moins difficilement possible les forces qui sont notamment dans cette poche, qui sont à Mirnorad en particulier, et de les faire partir. Sachant que là, il y a les couleurs, il y a le vert, le rouge, mais tout le reste, en réalité, est sous la coupe des drones russes. C'est-à-dire que vous voyez cet axe qui pénètre ici, il y en a un autre qui vient du nord, et c'est pour ça que Pokrovsk et Mirnorad étaient un nœud routier important.
important, mais ces axes logistiques ou ces actes de repli, si vous voulez, ou d'avance ou de repli, ils sont sous le feu de l'artillerie et des drones russes depuis déjà un certain nombre de jours. Donc on peut le dire maintenant, oui, Pokrovsk et Myrhorod tomberont entre les mains des Russes. Alors, colonel, il y a un responsable américain qui a déclaré que la trajectoire des combats laisse désormais présager une prise de Donetsk par la Russie. Qu'en est-il? Ce même responsable, il estime que les progrès russes dans cette ville de Pokrovsk, qui est sur la ligne de front orientale, on le rappelle, qui est une plaque tournante, en tout cas qu'il a été de la logistique pour l'Ukraine, n'était pas de bon augure pour l'ensemble des perspectives défensives de l'Ukraine. Les médias russes, et après j'arrête, qualifient souvent Pokrovsk de porte d'entrée du Donbass, la région industrielle ukrainienne. Oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, les combats sont tellement lents. En réalité, l'opération vers Pokrovsk, ici, c'était la zone d'Avdivka qui a été conquise par les Russes l'an dernier. Et là, il y a à peu près 60 km et les Russes ont mis 18 mois pour arriver jusqu'à Pokrovsk et encercler Pokrovsk. Ce que je veux dire, c'est que les opérations sont extraordinairement lentes. Elles sont lentes parce que vous avez des réseaux de défense qui sont très solides. Mais ces réseaux de défense, quand vous avez 18 mois de préavis, vous avez tout à fait le temps de vous réorganiser derrière, sachant que c'est pas non plus, on n'est plus dans une situation de retranchement extrêmement très développé. C'est un réseau de trous, un échiquier de positions sur une très grande profondeur, avec des opérateurs de drones, des opérateurs de robots, une infanterie qui tient la ligne. Tout ça, c'est déjà en place. Ce que je veux dire par là, c'est que Pokrovsk, c'est pas ce qu'on appelle une bataille décisive. D'accord. Alors, ça fait bien longtemps qu'elle ne sert plus de lieu de communication. Et quand la ville sera tombée, on va revenir à la situation précédente où il faudra reprendre pied. Quant à la situation globale sur le Donbass, l'offensive russe sur le Donbass, elle a commencé véritablement en avril 2022. Et conquérir le Donbass, c'était s'emparer de 5 villes. Il y avait ici, vous avez Severodonetsk et Lysychansk qui ont été conquises à l'été 2022. Et depuis, c'était sur ces 5 villes, il y a eu Mariupol bien sûr aussi, il y a Pokrovsk 3 ans plus tard. Oui. À l'état actuel des choses, alors les prévisions sur l'avenir sont toujours les plus difficiles, mais si rien ne change par ailleurs, alors effectivement, il y a une mécanique russe qui semble inexorable, mais qui est très lente. Si rien ne change par ailleurs, oui, les Russes s'empareront de Kramatorsk et Sloviansk en 2027. Bon, voilà, le problème, c'est qu'il y aura forcément des choses qui vont changer par ailleurs. Il y aura des innovations, il y aura des acteurs qui vont intervenir. Donc, on n'en sait strictement rien. Voilà une réponse qui est très claire. On rejoint à nouveau Elisabeth Pierson depuis Kiev. Merci d'être restée avec nous, Elisabeth. Est-ce que du côté de l'Ukraine, Pokrovsk est vue comme une ville en train de tomber, déjà tombée? Est-elle vue comme une ville décisive, un verrou pour d'autres ouvertures importantes, majeures à venir pour les Russes? Alors, la chute de Pokrovsk ici, non, n'est pas perçue comme quelque chose qui pourrait véritablement changer les choses sur le terrain. Certes, pour l'armée, c'est un véritable nœud logistique, c'est un nœud ferroviaire, et ce serait une grande perte, notamment très pragmatique. En revanche, pour les Ukrainiens, c'est plutôt le côté que cela ouvrirait la porte, c'est ce que vous venez de dire en plateau, à l'oblast de Dnipropetrovsk, que ça donnerait l'avantage aux Russes d'arriver sur la scène diplomatique avec d'autres gains territoriaux dans cette oblast-là qu'elle ne possède pas encore, dont elle ne contrôle pas encore de parcelles. Et puis... en fait, ce qu'on peut comprendre de Pokrovsk, ce que me disait un député il y a quelques minutes au téléphone, un membre de la commission de défense, il me disait en fait Pokrovsk, c'est quoi? C'est une ville qui avant la guerre faisait 60 000 habitants. Le fait que les Russes mettent autant d'énergie à la gagner montre plutôt que les Russes perdent sur le terrain, donc lui tendait plutôt à minimiser cette victoire-là sur le terrain. Merci Pour lui, beaucoup. en tout cas, ça n'avait rien d'un game changer. Merci beaucoup Elisabeth Pierson, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Kiev pour dire les choses une bonne fois pour toutes. L'Ukraine est-elle en train de perdre la guerre dans l'Est comme on le lit parfois? Elle perd la guerre de l'Est, mais à une vitesse tellement lente qu'on peut se demander si réellement c'est elle qui perd. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, effectivement on voit la carte bouger petit à petit, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tout ce que ça coûte en vie humaine de part et d'autre, tout ce que ça coûte en effort, tout ce que ça coûte en usure. Et en fait c'est ce qui est véritablement important, et ça on a beaucoup de mal à le mesurer de part et d'autre. Je voudrais qu'on regarde d'autres images russes cette fois, il y a 4 jours, on les voit progresser les Russes dans les rues de Pokrovsk. Il faut montrer les images, il faut que ce soit bien concret dans nos esprits, et ce n'est pas que de la théorie ce qui s'y passe. Et même
bien au-delà de ça, Jean de Vignassi, je vous pose la question à vous. Selon vous, ce qu'il se passe dans cette ville, est-ce que c'est un endroit où les choses peuvent basculer en réalité? Et est-ce que diplomatiquement, ce qu'il se dit, ce qu'il se fait, s'il y a cette accélération de ces derniers jours, c'est parce que du côté américain, et à raison peut-être le pensez-vous, on estime que quelque chose est en train de se passer et qu'il faut arrêter là maintenant avant que ça n'aille plus loin? C'est symbolique, Pokrovsk, maintenant. C'est symbolique. Je pense que les Ukrainiens ont eu le temps de déplacer tous leurs centres de communication, leurs fortifications, comme l'a dit Michel Goya tout à l'heure. Donc, c'est symbolique, mais c'est un symbole fort. Ça fait longtemps. C'est un peu comme Bakhmout aussi. Et c'est un symbole à deux égards. C'est-à-dire que d'une part, c'est que les Russes gagnent, mais d'autre part, c'est qu'ils gagnent très lentement et avec de lourdes pertes. Donc, en fait, les conclusions qu'on peut en tirer, diplomatiquement, elles ne permettent pas de trancher. Alors, Poutine, lui, on lui dit c'est formidable, on est en train de prendre Pokrovsk. Et pour la première fois, il est allé sur le front il n'y a pas longtemps, alors qu'il n'y était jamais allé pratiquement. Donc il y a une espèce d'idée de victoire, ça y est, etc. Mais dans la réalité, c'est un signal, mais rien de plus. Et en fait, ils vont juger les uns et les autres en fonction de leurs prévisions, de leurs intérêts. Et c'est pas perdu. Moi, je pense qu'il y a une impulsion qui a été donnée. D'ailleurs, les Européens ne s'y sont pas trompés parce que autant ils avaient bloqué d'emblée, dès le départ, après Anchorage, de même ils avaient bloqué en avril. Cette fois-ci, ils ont proposé des amendements au plan américain. Et ça, c'est un signe. Ça veut dire que vous acceptez de prendre le texte. Si Reuters a raison, hein, c'est Reuters qui a diffusé le texte. Il y a des amendements sur le texte américain. On ne connaît pas les amendements ukrainiens d'ailleurs, hein, on ne connaît que les amendements européens. Mais ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui acceptent de jouer ce jeu et que ce n'est pas perdu. Alors, on est aussi dans une guerre de communication psychologique et bien évidemment, le camp de Poutine pousse son avantage pour bien mettre dans les esprits que bien sûr, c'est l'heure d'en finir avec cette affaire et que l'heure est un rapport de force favorable à la Russie. Regardez ce qu'en dit par exemple l'allié absolu, allais-je dire, Loukachenko. Je pense que bientôt nous mettrons fin à cette situation pénible en Ukraine. Et nous nous occuperons de nos affaires intérieures, afin que notre peuple puisse vivre mieux et comprenne qu'il n'y a pas de meilleur endroit que notre propre pays. Donc on comprend bien le jeu de communication et diplomatique, je ne vais pas plus loin, mais je vais poser la question de manière un peu directe et provocatrice. Mais je ne sais pas, par exemple Guillaume, est-ce que vous dites par moment, il faut se rendre à l'évidence côté ukrainien, c'est aussi simple que ça, et il va falloir lâcher, il va falloir, dans l'intérêt d'Ukraine, signer, là, en l'état? En tout cas, signer partiellement, oui. Et d'ailleurs, Zelensky lui-même, on le disait il y a quelques minutes, est en train de préparer son pays à cette réalité qui n'est autre que la transcription dans le droit de la réalité du terrain. C'est-à-dire que ces territoires dont on parle depuis tout à l'heure, ils sont perdus et on le sait, les Ukrainiens ne les reprendront pas. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça peut avoir un impact sur le peuple ukrainien, cet aveu d'une forme de défaite dans la mesure où ils n'ont pas pu reprendre l'intégralité de leur territoire, ce qui était l'objectif pendant des mois. Mais je pense que plutôt que d'un épuisement presque éternel, peut-être que ce serait plus prudent pour les Ukrainiens, mais je parle avec prudence moi-même parce que je ne suis pas à leur place, de dire « Ok, il faut qu'on reprenne notre souffle en quelque sorte, il faut qu'on reconstruise notre économie, il faut qu'on profite de l'aide qui est promise par les Américains pour être plus fort. Et puis peut-être qu'il y aura une prochaine guerre. Il faut se méfier des analogies historiques, mais c'est un peu comme la France en 1870 quand elle avait perdu l'Alsace et la Lorraine. » Allez-y Magali, oui. Non, ils ne peuvent signer que s'ils sont sûrs des garanties de sécurité des Américains, des Européens. Enfin, c'est là où finalement est aujourd'hui cette négociation-là. Parce que la grande crainte des Ukrainiens, c'est que les combats s'arrêtent, mais que dans 1, 2, 3 ans, quand l'armée russe se sera aussi reconstituée, elle repasse à l'offensive. Et on voit bien à quel point
dans le plan qui a été soumis par les Russes aux Américains, ces garanties de sécurité, elles sont extrêmement floues. Et c'est là-dessus qu'on travaille quand même beaucoup aujourd'hui côté européen. Moi, je suis assez frappée en écoutant le président biélorusse, quand on écoute la télévision russe, vous passiez un extrait tout à l'heure, à quel point, en tous les cas, l'idée, c'est vraiment de mettre dans la tête des Russes aussi qu'en fait, la Russie est en train de gagner et que les pertes énormes, colossales de l'armée russe dans cette ville de Pokrovsk, finalement, elles sont en train d'aboutir à des résultats et que la Russie est en train de gagner. La Russie fait passer ce message à son peuple, manifestement, et elle tente de faire passer ça aux Américains. Parce que ces derniers temps, lorsque l'envoyé Dmitriev, dont on parlait tout à l'heure, va à Miami parler avec les Américains, c'est pour eux dire... De toute manière, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils signent parce qu'on est en train de gagner et qu'en plus, Zelensky est politiquement extrêmement affaibli. Donc, il faut faire attention, en fait, à prendre un peu de recul par rapport à cette bataille, en effet, de narrative, de communication qu'on a de part et d'autre. Oui, allez-y, Jean-Louis. Moi, je partage tout à fait ce point de vue. Pour que l'accord soit solide, il faut que chacun en ramène quelque chose. Donc, quand on a parlé de capitulation au départ, j'ai trouvé que c'était insulter un peu l'avenir. Manifestement, ça fait plaisir aux Russes. Capitulation, voilà, on est en train de gagner. Alors qu'en fait, dans la réalité, les Russes ont perdu l'Ukraine. Il faut bien voir, globalement, quand on regarde d'un point de vue géopolitique, les Russes ont perdu l'Ukraine. Et ils auraient pu avoir un allié ou un ami ou un pays neutre, etc. Là, ils vont avoir, garanti par des garanties internationales plus ou moins solides, mais ça va s'améliorer, un pays fondamentalement hostile, avec une haine durable et sur lequel ils n'auront aucune influence. Alors, et ça, il faut le mettre en valeur, évidemment. Bien sûr. Vous disiez il y a quelques instants, Guillaume, vous vous interrogiez, vous disiez, je ne sais pas comment tout ça va impacter la population ukrainienne. Je ne saurais pas vous répondre. En revanche, je peux vous faire écouter les interrogations, l'inquiétude d'un soldat qui n'est pas loin de Pokrovsk, sur le terrain ukrainien. Eh bien, comment dire ? Pourquoi combattons-nous alors ? Si la Russie veut que nous abandonnions tous nos territoires, défendons-nous nos frontières pour ensuite tout leur céder ? Quel est le sens de tout cela, de tous ces sacrifices ? Colonel ? Oui, non, bien sûr, mais il a raison, on y revient. C'est toujours pareil. Comment dire ? La mort donne de la valeur aux choses. Quand on parle de la bataille de Pokrovsk, on dit que c'est pas décisif, mais c'est devenu important parce qu'on s'y est battu depuis des mois et qu'il y a plein de gens qui sont morts comme Bakhmout. C'est une bataille extraordinairement sanglante, aucun intérêt sur le terrain, mais elle est devenue tellement sanglante que lorsque les Russes en sont emparés, c'est apparu comme une sorte de petit Verdun, quoi. C'est comme une victoire morale. Quand on s'est battu pendant des années, qu'on a vu plein de ses camarades mourir pour défendre quelque chose et que l'on apprend que finalement on doit le céder, alors qu'ils tiennent. Encore une fois, ils sont pas en train de. C'est pas l'armée allemande de 1918 qui est en train de s'effondrer, qui est en train de partout. Non, les Ukrainiens s'effondrent pas. S'ils étaient en train de s'effondrer, ben oui, bien sûr, là, ils seraient obligés de céder. Mais non, ils tiennent dur. Et donc, pour ces soldats, c'est incompréhensible. Ce serait incompréhensible de tout lâcher, et ça pourrait peut-être provoquer des mouvements de colère, d'ailleurs, au passage, d'avoir fait tout ça pour finalement rien. Et je voulais vous poser cette question également. Si tout ça échoue, tout ce dont on parle depuis vendredi dernier, que ce soit plus ou moins défavorable à l'Ukraine, mais si tout cela échoue, c'est quoi la suite ? La guerre. Avec malheureusement les Européens qui n'arriveront pas à remplacer les Américains dans leur soutien à l'Ukraine. Ils remplaceront un peu, mais pas beaucoup. C'est la guerre, et c'est aussi un affaiblissement continuel de l'économie européenne, de l'Europe. Moi, je considère qu'il y a peut-être une chance à saisir en négociant bien, mais c'est la guerre. Et la guerre n'est bonne pour personne dans cette affaire. Si tout ça échoue, quelle suite selon vous, Guillaume ? Je disais tout à l'heure qu'il me semblait que la Russie avait ce qu'on appellerait en économie un avantage compétitif par rapport à l'Ukraine, d'avoir une population plus nombreuse, donc une capacité de mobilisation plus forte, une économie entièrement tournée vers la guerre. Certes, il n'y a pas d'aide occidentale en Russie, mais il y a les ressources naturelles qui sont considérables, et on voit que ce pays arrive à contourner les sanctions. Et donc la question terrible pour Volodymyr Zelensky, c'est est-ce que ça vaut la peine de refuser le plan de paix et de continuer la guerre avec autant d'inconnus et l'incapacité de l'Ukraine à renverser la tendance pour reprendre l'offensive. Même question, Magali ?
On aura un Donald Trump exaspéré une nouvelle fois qui dira que décidément aucun des protagonistes ne veut la paix. Et donc le risque, ce sera à nouveau la menace de ce désengagement américain avec éventuelle suspension de l'aide. Et à ce moment-là, c'est sûr que pour l'Europe, ce sera un véritable défi. Unité ou pas, est-ce que certains pays européens ne décideront pas à lâcher complètement sans l'appui des Américains? C'est ce qui se joue aussi en ce moment. Colonel, vous revient à la conclusion. Oui, ce sera, la guerre continuera, au moins jusqu'à ce qu'un des deux soit complètement épuisé, que soit l'armée ukrainienne s'effondre, soit l'armée russe est véritablement stoppée sur le terrain et que du côté russe, on se rend compte que ça ne sert plus à rien de continuer et qu'il vaut mieux, là aussi, accepter la situation actuelle.